Et je vais donc inviter donc Anne-Marie Levrault et David Goff à nous rejoindre. Quelques mots sur eux. Donc David s'est présenté un peu ce matin, effectivement, puisqu'il vit dans une communauté rurale du Kent, dans un village qui est fortement vulnérable aux inondations, où ils ont été beaucoup en alerte les dernières années, et où lui-même lui a été inondé à 2 reprises. Il est président du conseil paroissial, vice-président de l'Upper Midway Drainage Board, administrateur du National Flood Forum, il nous l'a dit effectivement ce matin, et il préside le Kent Flood Action Group, qui effectivement travaille sur la prévention des inondations. Et Anne-Marie Levrault, donc aujourd'hui, est déléguée générale de l'Association française de la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Et donc, jeune retraitée de la fonction publique d'État, mais aujourd'hui son expérience professionnelle au service de la population pour améliorer la culture de la prévention. Elle avait travaillé essentiellement donc, sur la gestion des risques naturels hydrauliques et pour la protection de l'environnement, pour moitié en service opérationnel et pour moitié en administration centrale. Pour cette partie de conclusion, en fait, on va la réaliser en 2 temps. J'aimerais que chacun vous puissiez chacun mettre en lumière les éléments qui vous semblent importants, qui ont été dits au cours de cette journée, l'un puis l'autre. Et puis, dans un deuxième temps, ensuite, vous indiquerez peut-être aussi les éléments peut-être que vous auriez rajoutés, que vous auriez aimé rajouter du fait de votre expérience, s'ils n'ont pas été dits. Anne-Marie, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Cette journée était très très riche. Moi, j'ai découvert le système anglais, hein, donc j'ai eu la chance de pouvoir bavarder un petit moment avec David et Katia tout à l'heure en off pendant la pause. Ça m'a permis de mieux comprendre un certain nombre de choses. Et je crois que finalement, il y a un certain nombre de différences institutionnelles, mais il y a aussi pas mal de ressemblances entre la problématique, enfin, la façon dont les problèmes se posent entre nos 2 pays. Je pense que dans les différences, moi j'en vois plusieurs. Il y a effectivement la question de l'assurance, qui est une différence, somme toute, assez importante, puisque en France, dès lors que vous êtes assuré pour votre appartement ou votre voiture, vous bénéficiez de la garantie supplémentaire catastrophe naturelle. Et le risque inondation n'étant pas jugé assurable en France, alors que en Angleterre, effectivement, l'inondation est un risque assurable. Et effectivement, dès lors que vous avez subi un dommage, eh ben, vous voyez votre police d'assurance augmenter avec des problèmes pour pouvoir assumer derrière la suite de l'assurance, malgré des mesures récentes qui ont été prises, si j'ai bien compris. Donc ça, c'est un point, je pense, qui est important, parce que même si, effectivement, je vous rejoins complètement sur le fait que le traumatisme de l'inondation, c'est peut-être une perte de biens, mais c'est beaucoup un traumatisme pour les personnes. Je pense qu'effectivement, en France, le fait que les gens sachent qu'ils seront à peu près remboursés, bon, il y a les problèmes de franchise, etc., mais je pense que c'est quand même quelque chose qui amoindrit le choc. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. L'autre différence forte que j'ai vue, c'est effectivement le fait que chez vous, on a l'impression que les autorités encouragent vraiment la constitution d'associations locales via les groupes d'action. Moi, j'ai été très frappée dans votre stratégie lorsque vous l'avez présentée ce matin par un certain nombre de points. D'abord, vous vous êtes fixé des objectifs temporels intermédiaires, 2030, 2050. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que, en fait, vous avez affiché dans l'objectif à 2030 que les personnes recevront non seulement les informations, mais aussi le soutien dont elles ont besoin. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée, parce que je pense que la stratégie que nous avons en France de gestion des inondations est une stratégie beaucoup plus descendante et beaucoup plus étatique, en fait, hein.
Et j'ai trouvé que le côté humain, qui est absolument indispensable si on veut ancrer la culture du risque et de la résilience au sein des populations, au-delà de quelques événements, parce que tout le monde le sait, lorsqu'il y a un événement inondation, effectivement, il y a une phase au départ de désarroi, mais aussi de très grande solidarité, puisqu'en général, ce sont vos voisins qui viennent vous aider à nettoyer, à vider la maison, etc. Et si effectivement on ne fait rien, en fait, ce que l'on a vu en France dans un certain nombre de cas, c'est qu'il peut y avoir des associations de victimes qui se constituent, mais qui restent dans une posture relativement revendicative vis-à-vis des autorités, ou qui sont dans une posture revendicative, nous ne voulons plus que ça arrive, donc faites-nous des digues, etc., ce qui a été dit tout à l'heure. Et ce que j'ai trouvé d'extrêmement intéressant dans votre expérience, c'est justement le fait de constituer des groupes d'action qui vont permettre de dépasser, avec le soutien des autorités, qui vont permettre de dépasser cette phase et qui vont permettre de se projeter dans l'avenir et qui vont permettre d'aller de l'avant. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment très, très intéressant. Et je pense que c'est un objectif qu'on pourrait se fixer, en tout cas au niveau de mon association, hein, puisque bon, nous voulons, donc nous sommes une association qui met en réseau un certain nombre d'autres entités. Alors on a effectivement des adhérents personnes physiques, mais des personnes morales. Le CRMA fait partie de l'association, par exemple. Mais je crois que si on veut véritablement développer la culture auprès des populations, il faut absolument qu'on encourage la constitution de groupes locaux qui vont permettre d'aider les populations à bien comprendre leur territoire, à bien comprendre localement les risques auxquels ils sont exposés et de porter une attention effectivement particulière à un certain nombre de populations qui sont peut-être plus difficiles à atteindre. Alors, nous avons un groupe de travail à la FPCNT en ce moment sur les personnes vulnérables. On s'intéresse plus aux personnes âgées dans un premier temps qui ont des handicaps spécifiques. Mais on a parlé de bien d'autres catégories tout à l'heure qui méritent toute notre attention. Donc les enfants sont à peu près pris en charge, mais c'est vrai que les personnes en grande précarité, par exemple, aujourd'hui, n'ont pas du tout de prise en charge particulière en France, en tout cas, hein. Puis on parlait des touristes. La France, c'est un pays très touristique, par exemple. Bon, c'est vrai, on en parlait même à table. Quelle information réelle a-t-on lorsqu'on va camper dans un endroit très agréable, mais qui peut peut-être changer du jour au lendemain? Bon, normalement, les propriétaires de camping ont des obligations d'information, mais sont-elles toujours respectées? Enfin, il semblerait que les conversations de table montrent que ce n'est pas toujours le cas. Bon, voilà. Donc, moi, je voudrais... bon, il y aurait 1000 choses à dire, mais je ne vais pas être plus longue. Je vais passer la parole déjà à David. Je crois que vraiment... la confrontation des expériences, moi j'ai retenu énormément de choses, hein, le fait d'avoir un centre unique pour partager les expériences, le fait le caractère vraiment humain, rien ne remplace le contact personnel, etc. Le fait de vraiment essayer de repartir des besoins particuliers de chacun et ne pas se contenter de quelque chose de réglementaire descendant qui franchement, je veux dire, est très difficile. Enfin, moi, je suis technicienne toute ma vie, j'ai travaillé sur ces questions-là, sur des risques et tout ça. Et très objectivement, j'ai un mal fou à lire le DICRIM de ma commune, quoi, hein. Donc, voilà. Donc, bon, vous me direz, j'ai les moyens de m'informer autrement, donc peut-être... voilà. Mais donc, je crois qu'il y a un vrai sujet, effectivement, de vulgarisation et de traiter vraiment l'information dans les deux sens. Le partage, comme l'ont dit un certain nombre d'interlocuteurs, c'est bien dans les deux sens et pas seulement du top-down, mais aussi du bottom-up. Thank you very much. Well, I've got to summarise everything now, and I'm the last one on, so I hope you're all still awake out there. I want to start off by saying water knows no boundaries. We've come across the channel, and I'm just amazed at the number of common things that we have in place. We are working to new things,
And I think that's really encouraging. So to summarise the day, I think the thing that I've learned, we generally, people are prepared for flooding, but not for flash flooding. I think the amount of work going on here in France with education seems to be slightly ahead of where we are in the UK, but that is changing. I like the idea of drawing competitions, and we talked about it in our group about getting education into the curriculum. I think that's very important. Using new technology, we've heard a lot about new technology, and particularly with alerts and things like that, is very good. The most probably the one thing that is completely different amongst us is the fact that we have these flood groups in England, and I would encourage you to get involved with those because I think they are a great way forward. It has been mentioned several times that not one size fits all, and you can't shoehorn it into one complete thing for everyone, but they are a great way, and agencies do tend to want to work with them. And through the National Flood Forum, that does work really well. Mention of vulnerable people. We haven't spoken a huge amount about that today, but I would echo the thought that we do need to work with them on their terms because they are vulnerable. They are a part of society who don't necessarily want to come forward and be told what to do, or they don't want to take advice. So I think that's quite key. A couple of times, both sides have mentioned people they trust. There are a number of agencies that people don't trust because they don't get the answers that they want. So building trust is quite important. Social media, we've heard a bit about. I'm not convinced totally by social media in some respects because we have we've had incidents in our part of the world where we put out the correct message that's coming out from the Environment Agency and the emergency services, and there are people out there who think they know more than they do. So WhatsApp groups which are contained seems to be a better way forward. Resources for flooding, after flooding, we've heard a little bit about that, and I think I was talking to one of the French contingent saying you have a fund that does help people out, so that sounds interesting. Roles and responsibilities we've heard a lot about, and communities need to be heard. I can't echo that enough, and that has come out from both sides. We do need to improve web resources, but when you have flooding, you quite often have power cuts, and so resources are not there at that time. And with a new digital phone system, that creates another problem. So working together is key. Getting the public to be involved in the process related to flooding. Very good question. Very difficult to answer. It's a lot of knee-jerk reaction when we're in a flood. People want to get involved and they want to do things, but the longer it goes after that, their memory fades. And I was talking to one of the French contingent again, and you have a similar problem here. So that's very, very common to us. And so finally, there's lots of emotion involved in flooding, and flooding often happens at weekends and holidays when some of these resources that we need are not always there. And the emergency services, and we were just touching on that earlier, do need to perhaps think about that. And we do need to have a very flexible approach to working with people. But let's continue this excellent work we've had today. It's been brilliant, and I'm looking forward to tomorrow, after some excellent French wine tonight, I hope. So thank you very much. Il y a peut-être d'autres éléments qui n'ont pas été dits dans cette journée, mais sur lesquels vous voudriez peut-être insister, puisqu'ils vous semblent importants par rapport à cette thématique. Funding. Okay, where do we get the funding from? The NFF doesn't get any funding apart from grants and donations, and they do such a fantastic job out there, as a lot of you others do. But if we don't get funding, we can't do a lot of these things. The government keep telling us that they, in England in particular, they are giving lots of money to flood defences. But we've just seen, and this is slightly worrying, I believe, with the Ukraine, what's happening in Ukraine. I was talking to somebody who was doing a project up in the northeast of England, and project prices have gone up by 50% in the last 6 weeks, and that's a staggering amount. So if we're trying to build some of these things, we need to think about funding. We also need to think about how we can all
all the agencies can work for a common aim? Alors, la question du financement se pose peut-être un peu différemment en fait en France parce que ça a été évoqué dans le courant de la journée, hein. Donc nous avons un système de financement qui est basé par une ponction sur les primes d'assurance en fait et qui permet d'alimenter un fonds qui permet de financer les actions de prévention, de réduction de la vulnérabilité, etc. Donc, ce sont des crédits qui ont été budgétés, c'est vrai. Donc, on peut toujours s'interroger si les temps deviennent extrêmement difficiles sur la pérennité, la continuité de ces fonds. Mais pour l'instant, enfin, les chiffres ont été affichés tout à l'heure, hein, par le collègue de la DREAL. Via les PAPI notamment, hein, donc les plans d'action de prévention des inondations, il y a alors attendez, je vais essayer de retrouver les chiffres. Bon, je les avais notés. Voilà, il y a 2,4 milliards d'euros de travaux qui sont prévus dans les PAPI, dont un financement de 980 millions d'euros de l'État, via essentiellement ce fonds pris sur les assurances, en fait. Donc, on a un système complètement différent, en fait, en France, avec des primes d'assurance qui ne tiennent pas compte du fait que vous êtes ou pas dans une zone inondable, avec une surprime qui permet d'indemniser les gens quand il y a une catastrophe naturelle, et avec une petite ponction sur cette surprime qui permet d'alimenter un fonds national qui permet justement de financer des actions de prévention, que ce soit des actions, des travaux, ou que ce soit des actions immatérielles, en fait, hein. Et c'est vrai que si nous n'avions pas ce fonds, nous serions bien démunis, en fait, hein. Et c'est pour ça que je n'ai pas abordé les questions de financement, parce que je dirais que c'est peut-être un problème, puisqu'il reste quand même pas mal d'argent à la charge des collectivités locales, hein, notamment. Mais il y a quand même une part importante qui est financée. On a aussi évoqué en France la GEMAPI, hein, donc cette nouvelle compétence qui a été donnée aux autorités locales, aux collectivités du niveau groupement de communes, en fait, hein, et sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, qui permet de lever une taxe locale supplémentaire qui est plafonnée, hein, donc pour financer justement les actions de prévention des inondations au niveau local. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place assez récemment, je ne sais plus, en 2014 ou 13. Combien ? 16. Bon, je ne me rappelle plus. Bon, je perds la mémoire, c'est pas très grave. Enfin, c'est encore assez récent. Donc les collectivités sont en train de le mettre en place. Et je pense que ça participe aussi à la question de l'appropriation par les collectivités de la problématique inondation, puisqu'il y a un certain nombre d'évolutions réglementaires qui clarifient en fait les compétences des collectivités sur la gestion des inondations. Donc voilà, alors on est un peu plus loin de la culture du risque, mais je n'ai pas évoqué ces questions parce que je dirais que pour l'instant, le problème n'est pas crucial en France. I was just going to say that now that we've left the European Union, we're looking at agriculture in England about how we are going to deal with the subsidies that farmers were paid, and an environmental bill's just gone through Parliament, and farmers are going to be paid for things that do public benefit, and flooding is one of those, which may be quite an interesting way forward to get some funding. But it's the funding into the communities that we need and the support that they need, because mental health has become a major topic of conversation as a result of COVID, but we're going to have to spend a lot more money on that when it comes to in the years to come, and in particular flooding. So funding is a key issue. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels vous vouliez réagir, l'un ou l'autre ? Oui, il y a un point qui me paraît important, c'est le problème, enfin le sujet de la continuité de l'action. Je crois que effectivement, bon, on sait tous que quand il y a un événement, bon, il se passe un certain nombre de choses, etc. Bon, ça déclenche une série d'actions. La difficulté, c'est la durée, en fait, hein.
parce que, bon, au-delà de l'émotion initiale, des premiers temps, où tout le monde est prêt à faire des choses, etc., bon, bah, malheureusement, au bout d'un certain temps, la vie reprend son cours. Et donc, voilà, et donc bah, la tension baisse. Et donc, moi, ce que j'ai particulièrement apprécié dans vos exposés, c'est justement le fait que ces groupes d'action semblent, bon, je ne sais pas depuis combien de temps ils existent et combien de temps ils vivent, c'est peut-être une question à vous poser d'ailleurs, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un sujet sur la continuité de l'action. Parce que tout le monde sait que si on fait rien, au bout de 7 ans, même après une inondation majeure, en gros, on a tourné la page et puis on fait plus rien. That's a very good point. I have made the point earlier today that the majority of flood groups are of a similar age to myself, and we don't have a lot of younger people coming forward. And the other thing, I think, continuity, projects like this are brilliant, but the problem is they're only a short shelf life. And once they go, what's going to happen after that? And that's why I come back to the funding issue, because flooding is not going away. It's going to be with us for years to come. It's just a question of when it comes. And we tend to knee-jerk a little bit of reaction. And if we could have some more long-term joined-up thinking, and politicians come and go, communities stay. Je voulais quand même apporter quelques remerciements donc, pour la réussite de cette journée. Puis effectivement remercier aussi le programme Interreg, puisqu'effectivement cette journée est en grande partie financée par les fonds européens de développement régional. Je voulais remercier aussi nos partenaires du consortium BRIC, avec qui on travaille vraiment de manière très collaborative et avec qui on échange très régulièrement. Merci pour ça, et c'est aussi grâce à eux qu'on a réussi à préparer cette journée, à construire le programme et puis à alimenter aussi le showroom pour présenter ce qu'on réalise de manière concrète sur les sites d'expérimentation. Donc merci à tous. Et notamment voilà, donc à notre chef de file, à Plymouth City Council, et puis au National Flood Forum, qui a été notre partenaire notamment pour l'organisation et la construction de cette journée. Merci beaucoup à nos intervenants, tous nos intervenants de la journée, et on voulait dire aussi un merci tout particulier à vous deux qui avez pris du temps pour venir aussi avec nous, puisqu'effectivement vous avez largement aussi contribué à la réussite de cette journée. Effectivement, on se dit que la collaboration, ça passe aussi, et on le sait bien dans BRIC, par des moments conviviaux, des moments d'échange. On s'est dit que rien de mieux qu'avoir un petit échange franco-anglais aussi de cadeaux pouvait aussi améliorer cet échange d'expérience. Et puis voilà, qu'on puisse... c'est aussi grâce à ces échanges conviviaux qu'on trouve les meilleures solutions pour chacun, et que chaque citoyen trouve la place qui lui revient aussi dans cette gestion des inondations. Merci. We bought products from Kent, so she's got honey, cherry juice, and she's got a little, and there is a China Oast House in there as well. So you can have a little Oast House. If you know what an Oast House is, hops are very popular, or were popular in Kent, so it's all wrapped up in red, white and blue for you. Merci beaucoup. En tout cas, ça me fera des jolis souvenirs de l'autre côté de la Manche. Hein, ça me donne envie d'y revenir. Okay. Merci beaucoup à tous les deux. Comme je le disais, les cadeaux sont croisés parce que la richesse d'être ensemble, anglais et français, voilà, porte ses fruits. Donc voilà, il y a aussi une valeur un peu symbolique de vous remettre des cadeaux au nom de toute la communauté qui est là. Je voulais profiter d'avoir le micro pour remercier Céline Perrerin, ici, parce que je pense que si cette journée elle a lieu aujourd'hui, c'est bien grâce à elle. Donc voilà, je voulais aussi la remercier très sincèrement, en plus d'Anne-Marie et de David. Voilà, merci à toi Céline.